En 2007, Apple avait un énorme problème. Le clavier de l'iPhone était physiquement impossible à utiliser. Les touches étaient beaucoup trop petites et pourtant impossible de les faire plus grandes sans déborder de l'écran. La solution qu'ils ont trouvée, c'est un mensonge. Un magnifique mensonge qui va révolutionner les smartphones. Et ça n'est que le début. De la batterie qui nous affiche des pourcentages approximatifs aux playlists aléatoires de Spotify qui ne le sont pas vraiment, les géants de la tech ont développé tout un art de la manipulation invisible. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ces petits arrangements avec la vérité. Ces tromperies bienveillantes qui rendent nos appareils plus agréables à utiliser. Et vous allez voir, c'est fascinant. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui ont une entreprise et qui utilisent encore leur adresse personnelle pour leur business. En tant que client depuis 3 ans, je suis ravi de vous présenter Ce Domicilier, qui est le leader français de la domiciliation d'entreprise et qui sponsorise cette vidéo. Pour 11 € par mois, vous avez une adresse pro et surtout tout votre courrier qui est scanné quotidiennement. Plus besoin d'ouvrir une seule lettre. Et contrairement à d'autres services, cette numérisation elle est incluse dans tous les forfaits. Tout se fait 100% en ligne et il s'occupe même gratuitement de votre formalité de création d'entreprise si vous prenez un abonnement d'1 an ou plus. Petit bonus, leurs adresses sont sélectionnées pour avoir un taux de CFE réduit, donc vous économisez aussi sur vos impôts. Je vous mets le lien en description avec ce code promo que vous pouvez utiliser. Et on reprend. En réalité, ton clavier d'iPhone te ment sur, attends, accroche-toi, la taille des boutons. Comment ça? Donc en gros, quand tu écris un message, quand tu cliques avec ton doigt, et ben le E, par exemple, la taille du bouton E, n'a pas la même zone de ton écran, suivant ce que tu es en train d'écrire. Ça changerait. Pas visuellement, mais logiciellement. La hitbox, elle bouge. C'est vrai ou pas vrai? C'est complètement vrai. Et pour vous le démontrer, on va revenir un peu sur cette histoire de pourquoi ils ont fait ça. En fait, à l'époque, donc on est en 2006-2007, les ingénieurs d'Apple, ils ont un problème. Ils ont calculé que pour que ce soit confortable, il faudrait que chaque touche de clavier fasse 44 pixels de large. Sauf que si on aligne toutes les lettres, il n'y a pas assez de place. Ça déborde. Et donc ils vont s'attaquer, premier degré, à ce problème. Ils vont faire un concours dans l'équipe en interne, avec les ingénieurs, avec les designers d'interface. Chaque designer, chaque ingénieur va faire des propositions de son côté pour inventer un nouveau type de clavier. Donc ça, c'est une première proposition que vous avez jamais vue, mais honnêtement, je la trouve pas mal. En fait, chaque lettre est un petit peu décalée pour laisser un peu plus de place, en fait, à celle qui est à côté. Ouais, c'est pas mal. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait, si je calcule bien, 6 rangées de lettres. Scanner visuellement, c'est un peu dur, par contre. Honnêtement, je sais pas si ça fait exactement 44 pixels, mais... Je te dis, trouve le N. Non, mais si c'est bon, je l'ai. Non, mais en vrai, ça passe. J'essaie d'écrire là, et en vrai, ça passe. Cette proposition n'a pas gagné le mini concours en interne dans l'équipe. Par contre, la deuxième proposition, c'est celle qui a été retenue. C'est, en gros, ils ont regroupé 3 caractères par touche. Et au-dessus, si vous voyez bien, il y a un petit peu une box là, où en fait on peut potentiellement prédire un peu la lettre d'après. Okay. Honnêtement, c'est particulier. Mais à l'époque, ils se disent, ouais, en vrai, franchement, ça peut marcher. Un T9 tactile un peu. Exactement, ouais, c'est super. Non mais en vrai, zéro blague, pour écrire les textos en japonais, comme t'as pas assez ils ont plus de lettres que nous, ils ont 3 alphabets en plus, en bref, et ben effectivement, ça rentre pas dans leur clavier, et donc pour chaque consonne, enfin voilà, assemblement de sonorité, tu peux choisir laquelle tu veux. Mais il faut rester appuyé, aller à droite, à gauche, ou rester au centre. Donc c'est logique, finalement, ce que tu m'as montré juste avant. En tout cas, en interne, ils se sont dit, en vrai, c'est plutôt une bonne idée. On va le présenter un petit peu à la hiérarchie du dessus. Donc, il y a une réunion qui se fait avec Phil Schiller. C'est le chef du marketing d'Apple. Et voilà, donc hop, il lui présente le clavier, qui est vraiment le problème à résoudre du moment pour Apple. Et au bout de 2 minutes, il fait... il est pas satisfait. Et pas ouf, et donc du coup ils sont un peu deg, ils ont vraiment aucun clavier à l'heure actuelle, et donc Ken Kosciuszko, il va se remettre au travail depuis 0, et il va finir par inventer le clavier de l'iPhone tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un clavier normal, complètement normal, donc avec des touches un peu trop petites, mais qui a une particularité, c'est que quand on va taper un mot, donc par exemple ils prennent l'exemple du mot time, et ben il va prédire la lettre d'après, et par exemple si on écrit T-I-M, le E, il va prendre virtuellement beaucoup plus de place, quitte à empiéter sur les lettres d'à côté. Donc, ce que tu disais, la hitbox est beaucoup plus grande. Et en fait, ça, c'est ce qui va permettre que le clavier de l'iPhone soit réellement utilisable à sa sortie. Et donc, c'est trop smart. Donc, les touches ont toutes la même taille. Nous, on les voit de la même taille, mais en réalité, eh ben, la hitbox change en fonction de ce qu'on tape. Et donc, c'est un mini mensonge, un mini arrangement, parce que visuellement, on le voit pas du tout, mais qui permet en fait de pouvoir utiliser un clavier dans de bonnes conditions, parce que sinon, ça serait
assez catastrophique. Une des choses dans laquelle on a le plus confiance et même qui nous fait flipper à longueur de journée, on regarde notre téléphone, à chaque fois on a peur qu'il s'éteigne. Et pourtant, faudrait peut-être pas qu'on lui fasse aussi confiance que ce qu'on lui fait confiance à l'heure actuelle. Comment fait un téléphone tout simplement pour connaître son pourcentage de charge? Est-ce qu'il peut juste demander à ta batterie, t'es chargé à combien de pourcents? Et je le dis à mon utilisateur. Et donc, ça ne marche pas comme ça. On utilise un petit circuit électronique qui s'appelle un BMS, un système de gestion de la batterie. Donc, c'est lui qui va charger du chargement de la batterie. Et c'est lui qui va se charger de nous dire à combien de pourcentage est notre batterie. Mais en fait, il va tenter de mesurer le pourcentage de sa batterie. En fait, c'est pas si exact que ça, parce qu'en réalité, cette tâche est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. En fait, pour calculer la charge d'une batterie, on a plusieurs méthodes. La première, c'est compter l'énergie, donc ce qu'on appelle les coulombs. En gros, c'est l'énergie qui rentre et qui sort de la batterie. Sauf qu'en fait, cette méthode, alors, elle est quand même assez précise, mais il y a des petites erreurs qui s'accumulent et un impact assez significatif au bout du compte sur le fait d'évaluer le pourcentage de charge d'une batterie. Donc au final, c'est pas si précis. C'est pour ça que la plupart du temps, on utilise une deuxième solution qui est de tout simplement mesurer la tension de la batterie pour estimer la charge. Et donc ça, voilà, ça c'est un graphique. Dans un axe, on a la tension et sur l'autre axe, la charge restante. Mais si on mesure la tension qu'on a aux bornes d'une batterie, on peut estimer à combien de pourcentage de charge est notre batterie. Donc on se dit, bah, c'est bon. Notre système de gestion de la batterie, il mesure la tension et il nous donne exactement la valeur de charge correspondante. Mais en fait, encore une fois, c'est loin d'être complètement parfait. Il y a plein de petits paramètres qui influent sur la tension, qui vont venir biaiser la mesure de la tension aux bornes de la batterie. Le premier paramètre, c'est la température. La température, en fait, elle a un impact quand il fait froid. On a l'impression que notre batterie se décharge plus vite. Et en fait, notre batterie ne se décharge pas forcément plus vite, mais c'est ce qu'affiche notre téléphone qui, lui, descend plus vite. Le fait qu'il fasse froid, ça a un impact sur la mesure, et donc du coup, ça peut biaiser la température. Je dis pas que ça peut aussi avoir un réel impact sur la batterie, mais souvent, la mesure se trompe un petit peu. Et en fait, cette méthode de mesure de tension, elle est sensible au pic de tension. C'est-à-dire que parfois, on va faire une tâche qui consomme d'un coup beaucoup de batterie, mais en fait, ça va être très épisodique. Ça va avoir un gros impact sur la tension qu'on mesure, alors qu'au final, le réel impact sur la batterie n'est pas si fort. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la température, pour que ça soit un peu plus clair. Quand il fait plus froid, il y a plus de résistance, et donc il y a un pic de tension qui se crée, et donc ça va venir modifier la mesure de la tension, et donc le fait que notre pourcentage de batterie, il va différer un tout petit peu de la réalité. Et enfin, et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà constaté, cette courbe que vous avez vue, cette courbe qui permet de mesurer notre batterie, eh bien en fait, elle évolue en fonction du vieillissement de la batterie. En fait, la courbe n'est pas tout le temps la même. Sauf que notre gestionnaire de batterie, ça, il ne le sait pas forcément. Et donc, plus la batterie est vieille, plus il est difficile de prédire sa charge, donc la quantité d'énergie à l'intérieur, parce que la tension ne se comporte pas exactement de la même manière. Et vous avez peut-être remarqué, avec des vieux téléphones, et ben souvent, d'un coup, le pourcentage de batterie affiché, il perd beaucoup de pourcentage, après un peu moins, et en fait, c'est parce que votre batterie est plus vieille, et donc la mesure est plus difficile à effectuer. C'est vrai qu'il y a toujours ce mystère de pourquoi sur mon vieil iPhone, il était à 40% et là, il est éteint au bout de 10 minutes. C'est des choses qui peuvent arriver. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'en fait, donner une juste indication de la charge d'une batterie, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et c'est pour ça que, pour réaliser cette mesure, quand même, les constructeurs, ils se sont penchés sur ce problème. Déjà, ils vont combiner plusieurs méthodes. Donc, ils vont utiliser le compteur de Coulomb et la mesure de la tension, mais ils vont aussi ajouter 2-3 petits éléments. Déjà, ils vont pouvoir ajouter un capteur de température pour essayer au maximum de prendre en compte cette variable. Et aussi, ils ont mis en place un algorithme récursif, un filtre de Kalman, pour prédire la charge. Et donc, en fait, ce filtre, il va permettre de réestimer la courbe de tension au fil du temps, un peu pour anticiper les changements de cette courbe de tension. Il y a des chercheurs qui mettent en place des réseaux de neurones pour prédire en fait comment se comporte une batterie au cours du temps. Donc c'est vraiment un problème non résolu, alors que pour nous, depuis des décennies, on voit ce pourcentage de batterie et on lui fait entièrement confiance. Alors je dis pas qu'il est complètement faux non plus. J'ai une dernière anecdote sur ce sujet. Quand votre batterie elle est à 100%, en fait, elle ne l'est pas vraiment. C'est une limite qui est fixée par le constructeur pour protéger la durée de vie de la batterie. Par exemple, si on vous a fourni un appareil avec une batterie, on vous a dit
il est garanti pour 1000 cycles. Si à chaque fois on le chargeait à 100% au max, ça ne tiendrait pas 1000 cycles, ça se tiendrait peut-être 500 cycles. Et donc pour faire en sorte que quand même si les batteries sont tous des composants qui s'usent avec le temps, pour essayer de les garder le plus longtemps possible, ils sont un peu bridés. Donc en fait le 100% est chimiquement un peu faux. Voilà comment on se joue de votre pourcentage de batterie, mais pour au final, votre bien, un petit peu, pour vous afficher quelque chose qui vous semble complètement cohérent. Il y a un autre endroit de nos téléphones, au niveau de l'interface, où il y a un mensonge. C'est sur le volume. Mais c'est pas le vrai volume qu'on te montre. Et c'est incroyable. Il y a une chose qui est super importante, c'est que l'humain, nous humains, on aime bien quand c'est linéaire et c'est proportionnel. Sauf qu'il y a un problème avec cette assertion, que l'humain adore ce qui est linéaire et proportionnel, c'est que notre oreille humaine, pour le coup, ne fonctionne pas du tout comme ça. On entend selon une courbe logarithmique. Donc encore une fois, je fais appel à vos cours de physique. Peut-être que quand on vous a parlé de décibels, on vous a dit que le décibel suit une courbe logarithmique, c'est-à-dire pas linéaire. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous êtes à 50% du volume disponible, le volume est seulement 10 à 20% inférieur du volume maximal. En fait, le volume a diminué que de 10 ou de 20%. Donc voilà, si vous prenez vraiment le curseur en bas là et vous le mettez au milieu, ben en fait, votre son, il n'a pas diminué tant que ça. Il a diminué juste de... Ouais, c'est ça, à peu près entre 10 et 20%. Ça, c'est super chiant. Parce que si on a vraiment... notre iPhone faisait ça, on serait méga frustré. Si tu veux, on peut faire une petite démo. Et donc, il va jouer sur les curseurs. Et donc en fait là, le curseur linéaire il est à 50%, mais le réel curseur logarithmique, il a que très peu bougé. Ah. Donc celui tout en haut, ça correspond à notre volume d'iPhone. Et on peut, mais on peut voir que sur le plan, si jamais ça suivait la vraie courbe logarithmique, ça ne marcherait pas du tout. Insupportable. Ça serait insupportable. Les constructeurs, ils vont linéariser le curseur du volume. Sauf qu'on a un problème. En fonction de comment on écoute notre musique, par exemple, nos enceintes, nos écouteurs, nos casques, en fait, tous ces dispositifs ne suivent pas exactement la même courbe. Et en fait, on a besoin de différentes courbes exponentielles pour s'adapter à plus le cadre possible et rendre notre curseur à chaque fois le même, en fait, identique. Et honnêtement, aujourd'hui, nos téléphones, nos iPhones, nos Android, ils le gèrent très très bien. Dans la grande majorité des cas, vous percevez une augmentation linéaire du volume. En résumé, on vous ment, mais pour votre satisfaction. Mais c'est pas le cas de toutes les plateformes. Et peut-être que vous l'avez déjà vu sur des plateformes un petit peu obscures, où vous écoutez de la musique. Les curseurs ne fonctionnent pas toujours comme ça. Et l'exemple le plus connu, c'est YouTube. Et c'est pour ça que personne ne touche au curseur de YouTube. Parce qu'il est insupportable, ce curseur. Donc là, il va jouer avec le curseur en bas. Là, tu remarques que jusqu'à la moitié, il s'est rien passé. Ah. Vraiment. T'as vu, il s'est rien passé là. Et donc, il faut vraiment qu'il aille sur les 10 derniers pourcents en bas. Là, ça commence à baisser. C'est énorme. C'est vraiment dans les premiers pourcentages que le son augmente tout d'un coup. Et sur la fin du curseur, ça change quasiment plus rien. C'est parce qu'en fait, le curseur de YouTube, il n'est pas linéaire. Il est logarithmique. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est extrêmement frustrant. T'as vraiment 70% de ta barre qui ne sert quasiment à rien, quoi. Mais c'est pour ça que de temps en temps, le comportement d'un curseur de volume peut paraître étrange. Parce qu'en fait, c'est un problème du fait qu'il y a plein de trucs dans la vie qui ne sont pas linéaires. Un autre mensonge, c'est avoir... Attention, tu vas péter ton crâne encore une fois. Avec l'aléatoire dans les playlists. Quoi, dans tout, Spotify et tout ça dans... Et oui. Tout ok. En fait, ça vient d'un constat. Par exemple, quand l'iPod est sorti ou quand les iTunes est sorti, etc., ils ont vraiment fait des modes aléatoires qui étaient vraiment aléatoires. Ils utilisaient un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Fisher-Yates. Et en fait, il y a eu plein de plaintes des utilisateurs qui disaient « Votre mode aléatoire, il n'est pas aléatoire. À chaque fois, j'ai 2 fois une musique du même artiste. C'est trop chiant, alors que j'ai plein d'artistes dans ma playlist. » Et en fait, c'est parce que les gens... Oh. Ils ont des exigences qui ne sont pas aléatoires. Et il y avait pareil, et ça je trouve ça incroyable, sur l'iPod Shuffle. Quand ils ont sorti l'iPod Shuffle, le principe du Shuffle c'était un mode aléatoire. Il y a une conférence qui existe avec Steve Jobs en 2005 qui présente le Smart Shuffle. Non. Et il dit, on a fait un mode... Moins aléatoire. Moins aléatoire. on a fait un mode aléatoire, mais moins aléatoire qui correspond mieux à l'utilisateur, parce qu'en fait, tous les utilisateurs nous demandent un mode qui soit vraiment aléatoire, mais ce qu'ils veulent, c'est un mode moins aléatoire. Hilarant. Parce C'est qu'en fait, hilarant. mais quand tu le dis, c'est évident. C'est que dans les aléatoires, il y a potentiellement, sur 5% de tes utilisateurs, 5 fois la même musique d'affilée. C'est possible.
Ouais, Ouais, exactement. À grande échelle, effectivement, ça marche pas. Mais en fait, c'est pas qu'on veut du random, c'était mal défini à la base. Exactement. Oui. C'est qu'on veut entendre, comme tu dis, la diversité de la playlist. Mais ce qui est fou, c'est que ce problème d'aléatoire dans la musique, il a duré des dizaines d'années. Parce que Apple l'a réglé en 2005. Spotify, qui a apparu bien après, Spotify, a réglé le souci en 2014. Et en fait, comment ils font? C'est qu'ils prennent toutes les chansons d'un même artiste, ils en font un espèce de cluster, et après, dans ta playlist aléatoire, ils vont les répartir un petit peu à plein d'endroits différents de la playlist pour éviter qu'ils soient trop collés. Et en fait, ils font ça avec tous les artistes. Donc c'est plutôt une répartition assez logique et homogène Uniformisé. Exactement. Ouais. des deux tes goûts, quoi. Exactement. Et donc, encore une fois, on nous ment. Le mode aléatoire de Spotify, iTunes ou de notre iPhone n'est pas réellement aléatoire aujourd'hui. C'est pas qu'on nous ment à chaque fois, Non. mais c'est qu'on veut nous accommoder. C'est ça, on s'adapte à nous. Tous les trucs. Et c'est pour notre bien. Et c'est pour notre bien. Et c'est ça qui est fou. Mais tu sais, moi je trouve ça fou que tous ces petits problèmes qu'il a fallu résoudre juste pour qu'on soit content que quand on augmente le volume de notre iPhone, ça nous paraisse smooth. Il y a un dernier exemple dont on a longtemps parlé. Ce dernier mensonge porte sur les barres de chargement. Les barres de chargement, en fait, c'est aussi un mytho. C'est un mytho parce que c'est impossible, factuellement, à faire une barre de chargement qui soit parfaite. Parce que, en fait, pour plein de raisons, quand on copie, on fait un copier-coller, mais en fait, c'est très très dur de demander à l'ordinateur d'estimer parfaitement le temps que ça va prendre. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, et c'est là qu'on voit, en fait, c'est tout ça est un problème de psychologie humaine, c'est qu'en fait, on s'est tellement habitué à ce que nos barres de chargement soient un peu buggées et soient imparfaites, qu'aujourd'hui, si on voit une barre de chargement qui est parfaite, vraiment parfaite, ça nous semble bizarre, ça nous semble étrange. Et souvent, en fait, c'est des fausses barres de chargement, c'est du scam, en fait. C'est pour nous faire croire qu'il y a une attente, mais en fait, il n'y a pas d'attente. En fait, c'est juste pour nous rassurer, vos fichiers ont bien été sécurisés et tout, machin. Il n'y avait pas du tout besoin de mettre une barre de chargement, c'est juste pour nous faire croire que c'est sécurisé. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une fonction psychologique à la barre de chargement. Dans le sens où, même si aujourd'hui, tu serais en mesure de faire une transaction bancaire instantanément, que quand tu es sur PayPal, par exemple, tu cliques sur envoyer de l'argent, que ça fasse cling, fini. Psychologiquement, ça perturberait tellement les gens qui font un faux chargement de 2 secondes avec ton pour donner l'impression qu'il se passe des trucs, quoi. C'est quand même fascinant de voir l'ingénierie purement virtuelle en plus, parce que vraiment ça ne change rien derrière, mais juste pour notre cerveau, quoi, à nous. Il y a un exemple très très connu, mais pour le coup vraiment très connu, c'est un aéroport aux États-Unis où ils avaient énormément de plaintes d'attente de gens qui allaient récupérer leur bagage. Et sauf qu'en fait, ils prenaient la moyenne de leur temps d'attente et c'était le même que les autres aéroports du pays, quoi. Qu'ils n'ont pas compris. Et en fait, c'est parce que quand tu descendais de l'avion, pour aller là où tu récupères tes bagages, c'était vachement court. Tu mettais à peine 1 minute. Ils ont mis les valises à un point plus loin. Là où il y avait un point plus loin. Donc du coup, le temps de trajet était un peu plus long. C'était genre 5-7 minutes. Au final, les valises étaient dispo dans le même temps. Hein. Entre le moment où il sort et le moment où il récupère, c'était le même temps. Sauf que tout le monde disait c'est bon, vous avez vachement bien amélioré le truc. Franchement, non, on sent que l'aéroport il est rodé. Il est rodé. C'est juste que quand tu marches, ton sentiment d'attente il est plus bas. Sur notre première version de WhiteClick Studio, donc qui est notre boîtier pour automatiser les studios, etc., qu'on développe à côté de la chaîne YouTube, on avait un problème sur les versions anciennes de temps de chargement. Il n'y a pas le choix, il y avait 35 secondes, le temps que les caméras s'allument, etc., enfin tout le bordel. Et on trouvait que ça faisait long, quoi. J'avais un souvenir, justement, qu'on avait fait des tests différents. Et le résultat est assez net, non? Ah non, mais là, tu vois même pas le temps passer, en fait. Tu regardes la barre et t'es en mode, ça progresse, ça ralentit, non, ça accélère et tout. Et c'est bon, c'est bon. Et donc, est-ce que c'est juste une courbe qui n'est pas linéaire ou il y a même des à-coups dedans? Il y a des à-coups, j'ai tout fait à la main. Et je crois qu'il y a 8 ou 9 étapes qui sont plus ou moins rapides et qui couvrent plus ou moins de distance. C'est hilarant. Juste, en fait, t'as quelque chose à regarder, quoi. C'est pas chiant à regarder. Et donc, le temps passe vite. On pourrait faire une chronique, parce que le nombre de, comme tu dis, le nombre de blog posts sur faire la meilleure barre de chargement possible en fonction du cas, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Ça a été analysé sur analysé. En fait, il faut se dire, oui, c'est un peu long, honnêtement. Ça reste un peu long. Mais c'était une problématique qu'on pouvait pas résoudre techniquement. Il n'y a pas le choix que de cette barre de chargement. Il faut expliquer que c'est pas juste un logiciel. Non. T'as des caméras qui s'allument, t'as des lumières qui s'allument. Enfin, comme tu dis, il y a des choses physiques. Non, parce que sinon les gens vont se dire, oh là, vous l'avez collé avec les pieds. Optimiser le bordel. Mais faut voir la version linéaire, ça n'a rien à voir. Vraiment, tu t'ennuies. C'est le jour et la nuit. À propos de sujets étranges sur le hardware, on vous avait fait une chronique pour parler de la question: est-ce que les téléphones nous écoutent vraiment? Pendant longtemps, je croyais que c'était un peu du bullshit et que non. Et en fait, récemment, on est tombé sur des trucs très intéressants. C'était dans cette vidéo, je vous laisse aller voir.